Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau concept sur ma chaîne qui est, comme vous avez pu le voir, une revue de tournois live. Effectivement, certains d'entre vous le savez peut-être déjà, mais la semaine dernière, j'ai été jouer en live au festival qui s'appelle le Sismix à Marrakech, et comme j'ai eu l'occasion d'y jouer 5 tournois différents, je voulais vous raconter un petit peu avec une vidéo review comment ça s'était passé et quels ont été les coups principaux, ou en tout cas ceux qui m'ont marqué au cours de ce tournoi. Et je voulais profiter de cette occasion pour tester avec vous le format revue de tournoi, et je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai donc décidé de vous faire une petite sélection des coups qui ont été les plus marquants pour mes différents tournois, et je vous les ai retranscrits sur ce visualiseur, le but étant de vous expliquer un petit peu comment j'ai réfléchi, comment ça s'est passé, pourquoi j'ai joué de la manière dont j'ai joué, et puis de faire un petit bilan sur ma semaine poker. Globalement, pour ceux qui connaissent pas le Sismix, c'est un festival de poker qui a deux particularités. La première, c'est que tous les tournois se jouent en 6 max, c'est-à-dire avec 6 joueurs maximum par table. Ça, c'est un format que j'aime beaucoup parce que globalement, ça donne l'occasion de jouer plus de mains, ça donne l'occasion de jouer plus souvent. Donc globalement, on passe un petit peu moins de temps à table à juste attendre que les coups sans nous se terminent. C'est un format qui permet aussi d'être un petit peu plus agressif puisqu'il y a moins de probabilité qu'un autre joueur parmi les joueurs à table ait une main très très forte. Et en plus de ça, pour les joueurs réguliers sur Winamax dont je fais partie, c'est vrai que le format 6 max, c'est le format sur lequel on joue le plus souvent online. Donc probablement le format sur lequel j'ai le plus d'entraînement aussi. La deuxième particularité de ce festival, c'est qu'il est organisé à Marrakech autour d'une pool party absolument gigantesque avec des DJ toute l'après-midi, une buvette, des animations, etc. Et donc c'est un festival qui fait très vacances au-delà de faire festival de poker. Donc évidemment ça a un aspect sympa pour aller se boire une petite bière une fois qu'on a fini le tournoi, mais ça a aussi un aspect sympa parce que tous les autres joueurs qui sont là à table avec nous sont dans un mindset de vacances aussi. Et humainement j'ai passé une super semaine. Tous les joueurs avec qui j'étais à table étaient super sympas, souriants, ouverts à la discussion, et c'est quelque chose de très agréable aussi quand on joue des heures avec eux sur une même table. Mais concernant le poker alors, avant de commencer la review, je vais quand même faire deux petits disclaimers sur des remarques que je m'attends à recevoir. Le premier, c'est que non, tous les coups ne sont pas joués parfaitement, et ça j'en suis pleinement conscient. Le but de la vidéo est pas de vous dire que je suis beaucoup trop fort au poker et que je joue de la meilleure manière possible, c'est pas vrai, mais le but est plutôt d'expliquer comment ça s'est passé pour moi, quelles ont été mes réflexions dans tel ou tel coup, et je suis parfaitement conscient que j'ai encore une marge de progression au poker, et il y a même quelques erreurs que j'ai faites dans les coups que j'ai déjà remarquées et sur lesquelles je vais être aussi honnête que possible. Finalement, aux tables de poker on est tous humains, et même en prenant son temps pour essayer de réfléchir et de prendre la meilleure décision, on fait tous des erreurs à un moment ou à un autre, donc je sais très bien que mon jeu n'est pas irréprochable. Donc ça c'est le premier point, et le deuxième, c'est que je fais cette review de mémoire. Donc évidemment je suis complètement sûr de moi sur les cartes principales qui sont sorties dans un coup, celles qui ont vraiment impacté la décision et le raisonnement. Je suis aussi sûr de moi concernant le montant des mises et concernant comment s'est passé le déroulé du coup. Par contre, si jamais par hasard cette vidéo arrive sous les yeux d'un de mes anciens adversaires, ou même que vous avez l'occasion de comparer cette vidéo avec le point de vue de Skyheart pour le coup dont je vais parler vers la fin de la vidéo, puisque Skyheart est en train de filmer et qui va faire un vlog du tournoi, effectivement si c'est le 2 de pique qui est sorti au lieu du 3 de pique et que c'est une carte qui a pas du tout impacté la décision, il est possible que je me plante. Skyheart aura le gros avantage quand il sortira sa vidéo d'avoir les images avec la table et les différentes cartes, ce qui est un luxe que malheureusement je n'ai pas, mais en tout cas concernant les cartes principales, les montants des mises et même 99% de ce qui se passe dans les coups, je suis sûr de moi et je sais que ça s'est passé de la manière dont je le décris. Mais voilà, encore une fois, si on a une carte qui n'a pas du tout impacté l'action, il est possible que j'ai pris la carte d'à côté, normalement ça changera pas grand chose. Enfin voilà, maintenant que tout ça est dit, je vous propose de directement passer à la review, et on va commencer tout de suite avec ma deuxième main du festival. J'ai commencé à jouer mardi après-midi sur le tournoi Le Samouraï, qui est un tournoi à 170€ au format PKO, c'est-à-dire Progressive KO, donc on a des primes qui sont attribuées à l'élimination de chaque joueur, et vous allez voir que dès la deuxième main, je me retrouve dans un énorme coup. Tout commence donc par une ouverture au bouton, et je vais défendre ma grosse blinde avec Dame 3 de trèfle. Quand on a une main suitée en grosse blinde aussitôt dans un tournoi, on va quasi systématiquement au moins la défendre si ce n'est sur relancer pour les mains les plus fortes, et ici, Dame 3 de trèfle, j'ai une carte très haute et une carte très basse, ça me va très bien de simplement défendre ma grosse blinde avec cette main-là. Le flop vient 8-4-5 avec 2 trèfles, on a donc fait un tirage couleur. C'est un flop qui est assez bas finalement, donc c'est un flop qui va plutôt avantager ma range à moi en étant en grosse blinde, plutôt que la range de relance de la part du bouton. Donc pour ces raisons-là, je pourrais décider de prendre une line assez agressive avec soit un check raise, soit directement une mise de ma part, ce qu'on appelle un donk bet. Mais comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième main du tournoi, on est encore de niveau 1, j'ai pas du tout d'infos sur mon adversaire que je ne connais pas, et dans ces circonstances-là, je vais adopter une line un peu plus passive, en checkant simplement, et quand le bouton va décider de faire une mise de continuation, je vais me contenter de payer. Mais déjà ici, c'est une claire décision de ma part, je décide de jouer de manière passive une main qui a déjà pas mal d'équité, et le fait de check raise pourrait complètement être envisagé sur ce type de board. La turn est magnifique puisqu'elle vient à 9 de trèfle, donc je dispose ici d'une couleur à la dame. Ici, je vais continuer avec ma line passive et je vais continuer de checker, puisque je me dis que mon adversaire pourrait décider de continuer avec des bluffs, avec des mains qui disposent de l'as ou du roi de trèfle, et d'une autre carte non trèfle, bien sûr, mais qu'il pourrait aussi continuer de miser avec des mains fortes qui ne disposent pas de la couleur, comme par exemple 9 et 8, ou bien des paires supérieures au 9. De 10, de valet, de dame, de roi, de as, c'est des mains qui vont clairement avoir envie de continuer de miser ici,
pour pouvoir prendre de la value si jamais moi-même j'avais un seul trèfle en main. Donc pour ces raisons-là, je vais décider de check, et quand mon adversaire va faire une mise de 2/3 du pot, je vais encore une fois me contenter de payer en me disant que sur toute river qui n'est pas un trèfle, je pourrais accumuler encore plus de value sur cette main. Nous avons donc ici check, bet 10 bébés de la part du bouton, et call de ma part. La river est parfaite puisqu'on a un valet de cœur. Nous, avec une main comme la nôtre, ce qu'on voulait vraiment éviter, c'était soit de voir un 4ème trèfle et de se faire passer devant par l'as de trèfle ou le roi de trèfle, soit de voir une doublette sur le board qui aurait rendu possible des foules. Donc finalement, sur ce valet de cœur, les seules combinaisons qui peuvent nous battre, c'est As-X de trèfle ou bien Roi X de trèfle. Il est impossible que notre adversaire ait full, carré, qu'un flush sur ce board-là, donc la meilleure combinaison possible, c'est couleur à l'as, puis couleur au roi, et nous avons ce qu'on appelle les 3e nuts avec couleur à la dame. Ici, je vais m'en tenir à mon plan, je vais continuer de checker en espérant que mon adversaire continue avec ses bluffs. Et mon adversaire, il va faire une mise très chère puisqu'il va miser à la hauteur du pot. Quand un joueur fait une mise aussi chère que ça, on dit en général qu'il est polarisé. Et ce que ça veut dire, c'est que globalement, il ne fait jamais ça avec des mains qui sont moyennes. Soit il a une combinaison qui est très très forte et il cherche à prendre un maximum de value avec cette combinaison-là, donc ça voudrait dire ici qu'il m'annonce couleur et probablement couleur à l'as ou couleur au roi, soit il a une main qui est au contraire très très faible, qui est en bluff total et qui cherche à miser très cher pour faire coucher son adversaire. Mais en tout cas ici, avec ce montant de mise là, je peux complètement exclure de sa range des mains comme Dame 10 qui aurait fait quinte parce qu'il n'aurait jamais misé aussi cher avec ce type de main. Et évidemment, quand je me retrouve dans cette situation-là, j'aurais bien aimé que ce soit pas la 2e main du tournoi, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de temps pour analyser mon adversaire. Est-ce que déjà mon raisonnement est juste? Est-ce que mon adversaire comprend bien cet aspect de polariser sa range? Est-ce que mon adversaire va oser bluffer suffisamment ici, ou est-ce qu'il n'a simplement pas assez de bluff et qu'il m'annonce tout le temps couleur? Et aussi, un autre aspect intéressant, est-ce que mon adversaire relance vraiment beaucoup de mains au bouton? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il ait des mains comme si c'est 5 de trèfle, par exemple? Parce que quand il mise comme ça, je me doute que c'est souvent soit couleur soit rien, mais parmi ces couleurs, j'aimerais bien savoir s'il y a des combinaisons qui sont battues par la mienne, ou bien si toutes ces combinaisons de couleurs sont nécessairement au-dessus de moi. Donc ici, je me retrouve face à une décision qui est pas si évidente. Alors évidemment, j'imagine pas me coucher, mais plutôt, est-ce que je dois simplement payer ou est-ce que je dois le relancer à tapis? Et finalement, je me suis plutôt penché vers la décision de simplement payer, et ce pour une seule raison, c'est que l'immense majorité des mains que je bats ici vont de toute façon se coucher sur une relance. Si je fais tapis ici, j'imagine qu'il ne va jamais me payer avec les quelques dames 10 qu'il a, j'imagine qu'il va jamais me payer avec brelan de 9, avec brelan de 8. Évidemment, il va jamais me payer avec ses bluffs complets, il va pas me payer hauteur as, il va pas me payer hauteur roi. Et finalement, il existe peut-être une ou deux combinaisons contre lesquelles ce serait plus rentable de faire tapis tout de suite, ça va être valet 10 de trèfle, 6 et 7 de trèfle, et éventuellement s'il l'a dans sa range, 6 et 5 de trèfle. Donc si je relançais à tapis ici, ce serait pour aller prendre de la value en plus, et évidemment une prime d'élimination, certes, sur ces 3 mains-là, mais par contre ce serait pour m'éliminer moi-même contre une bonne dizaine de combinaisons, c'est-à-dire tous ces As-X de trèfle et tous ces Roi X de trèfle. J'ai donc estimé qu'ici le risque ne valait pas le coup, je me suis contenté de simplement payer, et en l'occurrence, compte tenu de ces cartes, j'ai très bien fait, puisqu'il nous a montré Roi 5 de trèfle, et que donc dès la 2e main de ce tournoi, on s'était retrouvé dans un setup assez horrible, avec couleur contre couleur supérieure. Mais c'était déjà une très grosse décision, et compte tenu du format du tournoi, qui est, je le rappelle, un format PKO avec des primes à l'élimination, il est très possible que la décision la plus profitable, ça aurait été en fait de faire tapis. Ici, je me suis simplement adapté au fait que je connais pas mon adversaire, et que par défaut sur les tournois live, les joueurs ont globalement plus peur de se faire éliminer sur les tournois online, parce que forcément on joue qu'un seul tournoi à la fois, on est quand même assez attaché, c'est long de faire la queue pour s'inscrire à un tournoi, de s'asseoir à table, de recevoir ses jetons, et que globalement on n'a pas du tout envie de se faire éliminer très vite. Et ce que je veux dire par là, c'est que sur les tournois live, les joueurs ont tendance à un petit peu moins bluffer, surtout dans des pots énormes comme ça dans les tout premiers niveaux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais vous avez des doutes dans les commentaires, si jamais pour vous c'était clairement un tapis et que c'est une erreur de ma part d'avoir simplement payé avec Dame 3. Mais en tout cas, c'est la décision que j'ai prise, et donc 2e main de ce samouraï, on se retrouve déjà avec moins de la moitié du stack de départ. Le tournoi se poursuit quelques orbites, je suis toujours un petit peu short, j'ai pas eu beaucoup d'énormes coups à me mettre sous la dent, avant de trouver ce roi 9 offsuit au cut-off. On a un fold de la part des 2 premiers joueurs, et je vais donc décider de le relancer, et ça va être simplement défendu par la grosse blinde. Le flop vient As-7-4, donc ici on a effectivement pas grand chose, mais c'est nous le relanceur initial, donc on a un certain avantage de range par rapport à la grosse blinde. C'est-à-dire qu'on a plus souvent une main qui contient un As que la grosse blinde qui a un éventail de mains plus large. Donc quand la grosse blinde va décider de checker, je vais décider moi-même de faire une mise de continuation à hauteur d'un petit peu moins de la moitié du pot pour essayer de représenter cet As. Évidemment, si je vous mets le coup dans la review, vous vous doutez bien que ça s'arrête pas là, la grosse blinde va décider de payer, et on va donc voir une turn qui va être le valet de cœur. La grosse blinde va à nouveau décider de checker, ce qui est logique hors de position, et ici, je me retrouve déjà face à une décision dans ce coup. Je pourrais simplement décider de m'arrêter là, de limiter les frais, de voir une river gratuitement et d'espérer toucher un 9 ou un roi pour améliorer ma main, mais même si je touchais une de ces 2 cartes là, je serais jamais certain d'avoir la meilleure main par rapport à mon adversaire.
Alors que si je continue de miser, je pourrais mettre de la pression sur des mains qui contiennent un 4 ou un 7, et comme le joueur en face est le joueur qui a défendu sa grosse blinde, il est très possible qu'il dispose de ce type de main. En plus de ça, si je calcule bien le montant de ma mise, je peux me laisser derrière un nombre de jetons qui sera à peu près équivalent à la taille du pot à la river, ce qui me donnera l'occasion de faire tapis à la river pour à peu près la taille du pot, c'est ce qu'on appelle faire un sizing géométrique, et ça c'est quelque chose qui peut faire peur à mon adversaire, c'est-à-dire que je lui montre que s'il paye à la turn, il peut s'attendre à recevoir un tapis à la river. Et de mon côté, l'ouverture de ce tirage couleur à cœur, il est pas du tout anodin. Comme je dispose du roi de cœur en main, je dispose d'un bloqueur très important sur les combinaisons qui pourraient faire les couleurs les plus fortes. Donc si jamais un cœur devait rentrer river, j'aurais l'occasion de placer un très gros bluff puisqu'il ne pourrait lui-même pas avoir la couleur la plus forte. Une fois que j'ai réfléchi à tout ça, je décide donc de placer une grosse mise à peu près 80% du montant du pot, en espérant soit que mon adversaire se couche tout de suite avec un 4 ou un 7, soit que mon adversaire paye et qu'on ait droit à un cœur à la river pour que je puisse terminer mon bluff. C'est exactement ce qui va se passer, mon adversaire va payer et on va avoir le 5 de cœur qui va sortir river. À ce moment-là, il faut plus dégonfler, notre adversaire check, on a la river parfaite pour bluffer, et j'envoie tapis. Mon adversaire hésite un long moment, il y a quelque chose qui joue quand même pas en ma faveur dans cette histoire, c'est que comme je vous l'ai dit, on joue un tournoi PKO, donc il y a des primes à l'élimination, et mon adversaire se dit que si je suis en train de bluffer, non seulement il remporte mes jetons, mais il remporte en plus la prime en argent. Et quand je le vois hésiter aussi longtemps, je comprends qu'il a clairement une décision. Je me dis qu'il a forcément pas couleur, sinon il aurait payé dans la seconde, mais je me dis qu'il a plutôt une main soit avec un as, soit une main qui aurait fait 2 paires d'une manière ou d'une autre, peut-être même que je fais hésiter un brelan ici parce qu'il croit vraiment que j'ai couleur. En tout cas, je le mets dans une situation très inconfortable, et au bout de pratiquement une minute, il va décider de se coucher en me montrant sa main, et il avait As-Roi sans cœur. On a donc réussi à faire folder la top pair avec le top kicker grâce à ce bluff en 3 barrels à tapis avec le roi en bloqueur sur la couleur. J'ai donc droit à une deuxième chance dans ce samouraï, et le tournoi continue avec un stack un peu plus confortable. Concernant la suite du tournoi, la structure s'est beaucoup accélérée, j'ai joué beaucoup de coups à tapis, notamment un coup avec 2 as contre dame 10 qui m'a permis de doubler mon stack. Mais globalement, le tournoi était quand même assez turbo puisque les blindes augmentaient toutes les 15 minutes, ce qui est relativement court pour un tournoi live. Et donc assez vite, les joueurs ont commencé à se faire rattraper par la structure, à devoir faire tapis assez régulièrement, et je n'ai pas échappé à cette situation-là. Il a fallu jouer beaucoup de coups à tapis pour s'en sortir, pour doubler ou pour récupérer les blindes. Et j'ai plusieurs fois été assez miraculé, notamment dans ce coup-là que je voulais quand même vous montrer, où je suis UTG, donc premier de parole, avec Roi 9 offsuit, et où je décide de faire tapis tout de suite. Roi 9 offsuit, quand on est 6 à table, c'est vraiment la main à peu près limite basse pour faire tapis, c'est-à-dire que je prendrais probablement pas Roi 8 ici, mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, et que vous voyez pas sur le visualiseur, c'est que dans tous ces tournois, il y a une ante. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ante? Eh ben c'est une mise supplémentaire que va devoir payer le joueur qui est en grosse blinde au début de chaque coup. Donc admettons que la grosse blinde ce soit 3000 jetons par exemple, eh ben le joueur qui est en grosse blinde, il va devoir poser 2 fois 3000 jetons, une fois pour sa grosse blinde, et une fois 3000 jetons qui vont être directement ajoutés au pot. Donc ici, quand je décide de faire tapis en premier de parole pour 9 blindes, c'est pas pour potentiellement remporter une blinde et demie, mais c'est pour potentiellement remporter 2 blindes et demie. Et ça donne envie de faire tapis avec beaucoup plus de mains, notamment si on espère que nos adversaires se couchent tous. J'en parle là pour la première fois, mais j'en parlerai à nouveau dans d'autres situations, dans d'autres tournois, vous le verrez par la suite. Toujours est-il que grâce à cette ante, le fait de faire tapis en premier de parole avec la limite basse de nos mains, ça devient acceptable justement parce qu'on peut remporter plus de jetons dans ces situations-là. Mais malheureusement, il va se passer quelque chose que j'avais pas du tout envie de voir, c'est-à-dire que les joueurs au hijack et au cut-off et au bouton vont décider de se coucher. Par contre, le joueur en petite blinde va décider de refaire tapis par-dessus, et comme si ça suffisait pas, le joueur qui est en grosse blinde, voyant qu'il peut potentiellement remporter 2 primes d'un coup, va lui aussi faire tapis par-dessus. À ce moment-là, autant vous dire, je considère que je suis mort. Avec Roi 9 offsuit contre 2 mains adverses, je me dis qu'il est très probable qu'il y ait un roi au-dessus de moi, je me dis même qu'il est possible qu'il y ait un 9 au-dessus de moi, je me dis qu'il est même très possible qu'il y ait une paire très forte dans cette situation-là contre laquelle j'ai moins de 30%, comme par exemple 2 dames ou même 2 rois. Et effectivement, quand les joueurs adverses vont révéler leurs mains, je vais pas être ravi, puisque je vais avoir le joueur en petite blinde qui a Roi 10, donc c'est catastrophique pour moi puisque les rois ne me permettent plus de gagner le coup, et le joueur en grosse blinde qui a As-8, ce qui est encore plus catastrophique, parce que s'il ne sort que des cartes basses, à la meilleure hauteur, c'est le joueur qui a un As qui gagne. Le flop vient 5 Dame 5, ce qui ne me laisse plus beaucoup de chance de gagner le coup. La turn vient un 6 et je me prépare à tranquillement ranger mon sac, et la river vient un miraculeux 9, ce qui va me permettre de tripler mon tapis et de repartir au combat avec 27 blindes. Ce coup-là a eu lieu à peu près 1 heure avant la bulle, et j'ai réussi à maintenir assez de stacks pour rentrer dans les places payées, et je termine finalement en 39e place sur un peu plus de 400 joueurs, pour un gain total de 210 €, auquel il faut ajouter 110 € de prime liée à l'élimination de joueurs adverses. J'étais donc ravi de commencer ma semaine par un résultat dans les places payées, et c'est donc en toute confiance que j'ai commencé le deuxième tournoi de ma semaine, qui était celui du mercredi, à savoir un Mystery KO, lui aussi à 170 €. Sur ce Mystery KO, j'ai pas beaucoup de mains à vous montrer, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de coups intéressants. J'en ai qu'une seule en fait, mais elle est intéressante aussi parce qu'elle vous montre dans quel état d'esprit j'étais pour aborder cette semaine,
qui était de tenter de me fier à mes instincts, de tenter de mettre à profit ce que j'avais appris au cours de mes sessions de coaching et au cours de mon travail du jeu sur ces derniers mois, et puis de simplement ne pas me mettre sous pression en raison de l'enjeu et du fait que ce soit des tournois live, et de tenter de jouer mon poker tout simplement comme je suis capable de le faire quand c'est online ou quand c'est des parties avec moins d'enjeux. On a donc eu ce coup plutôt en début de tournoi où le joueur qui est au cutoff décide de relancer et je me retrouve en small blind avec roi valet suité. Grâce à mes premières observations, j'ai pu voir que le joueur au cutoff semblait ne pas bluffer beaucoup, et que finalement il avait tendance à nous informer un petit peu de la force de sa main par la manière dont il misait ou dont il ne misait pas après le flop, et pour cette raison-là, ça me dérange pas du tout de jouer un coup post-flop contre lui, et je vais décider de simplement payer avec roi valet suité. Le joueur en grosse blinde va également s'inviter dans le coup, et on va donc être à 3 sur ce flop qui va être 4-5-5. Ici, évidemment, c'est un flop qui n'est pas terrible pour moi, mais en réalité, c'est un flop qui n'est terrible pour personne. On pourrait envisager que dans un coup comme celui-là, la grosse blinde puisse avoir des cartes assez basses, on peut aussi envisager que quelqu'un ait un tirage couleur à trèfle, mais il faut bien garder en mémoire que l'immense majorité des mains qui vont être jouées par le cutoff, par la grosse blinde ou par moi-même n'ont pas touché sur ce flop. Je suis hors de position contre les deux joueurs, je vais donc me contenter de checker, la grosse blinde va checker également, et le joueur au cutoff va décider de ne pas faire de mise de continuation, on va donc voir une turn gratuitement. La turn vient un as de cœur. L'as de cœur, il est vraiment pas terrible pour ma main pour une raison simple, c'est que maintenant, même si je devais toucher un roi ou un valet, je n'aurais pas la meilleure paire sur ce board. Donc ici, si un des deux joueurs a un as en main, il est déjà assuré d'avoir une meilleure main que moi une fois que les 5 cartes seront sorties. Il n'y a aucune river qui puisse me permettre de passer devant un joueur qui aurait un as en main. Je vais à nouveau checker, je m'attends à assez souvent devoir abandonner ce coup, notamment contre l'adversaire qui est au cutoff. Le joueur en grosse blinde check aussi, ce qui me paraît assez naturel, mais le joueur au cutoff décide à nouveau de checker. Et ça a tendance à confirmer un petit peu ce que je disais au début du coup. C'est-à-dire que sur un board comme ça, un joueur qui est le premier relanceur pourrait avoir une mise de continuation assez facile. Même s'il n'a pas d'as en main, il lui est beaucoup plus facile d'en représenter un qu'un joueur qui se trouve en petite blinde ou un joueur qui se trouve en grosse blinde. Et quand il ne mise pas ici, je m'attends à ce que ça représente beaucoup de faiblesse dans sa main. On pourrait avoir des joueurs qui décident de tendre des pièges et justement de ne pas miser des as pour induire d'autres joueurs à miser à la river avec des mains faibles, mais c'est pas du tout ma lecture du profil adverse et vous allez le voir, ça se confirme à la river. La river est un 6 de pique qui ne fait quasiment rentrer aucun tirage, on a éventuellement 7 et 8 qui peut faire quinte mais c'est à peu près tout. Et je commence à penser que si le cutoff n'a pas d'as et que la grosse blinde ne se montre pas très entreprenante dans ce coup, il est tout à fait possible que ma hauteur roi remporte le coup. Je décide de checker et ici on a une mise à hauteur du pot de la part de la grosse blinde. Notre adversaire au cutoff confirme les soupçons de faiblesse qu'on avait sur lui et va décider de se coucher, je suis donc le dernier qui a une décision avant la fin de ce coup. Et ici, cette mise de la grosse blinde, elle m'inspire rien du tout. Comme je vous l'ai expliqué dans un coup précédent sur le tournoi Samouraï, quand on fait une mise aussi chère que la hauteur du pot, voire plus chère, on a une mise qui est plutôt polarisée, c'est-à-dire que soit on a une main très forte, soit on a absolument rien. Et ici, je comprends pas vraiment l'histoire que mon adversaire essaie de me raconter. Alors je dis pas qu'il est complètement impossible que mon adversaire ait une bonne main ici, évidemment. Déjà, il a tout à fait le droit d'avoir 7 et 8, de pas avoir misé une seule fois au flop ou à la turn et de se réveiller avec une quinte à la river et d'essayer d'en extraire de la value. Bien sûr, il a tout à fait le droit d'avoir un as, même si j'aurais tendance à penser qu'il aurait pu miser un as à la turn pour essayer d'extraire de la value sur un tirage couleur chez le cutoff ou chez moi-même. Et puis à l'occasion, j'imagine qu'il a le droit d'avoir full avec paire de 6 en main, touché river, voire même paire de 4 en main, qui a joué ça de manière un peu lente et qui essaie de récupérer de la value au river alors qu'il a rien fait depuis le flop. Mais bon, donc là j'ai listé un certain nombre de combinaisons qui peuvent effectivement être en value. Par contre, si je liste les combinaisons qui sont susceptibles d'être en bluff chez lui, en fait on se rend compte qu'il y a absolument tout. C'est-à-dire qu'ici, il peut décider de bluffer toutes ces combinaisons de hauteur dame, de hauteur valet, hauteur 10, hauteur 9, n'importe quelle main peut décider d'être bluffée ici, simplement parce que tout le monde a décidé de checker 2 fois au flop et à la turn, que moi-même j'ai décidé de checker une nouvelle fois à la river, que le joueur qui était en grosse blinde doit avoir fait les mêmes observations sur le joueur qui était au cutoff que celles que j'ai faites moi-même, et donc on se retrouve avec une quantité de mains que le joueur en grosse blinde peut avoir envie de bluffer qui est immense. J'imagine qu'il va pas bluffer hauteur roi parce qu'il s'attendrait possiblement à pouvoir remporter le coup hauteur roi, mais n'importe quelle main, dame X, valet X, 10X, 9 et 8, 9 et 7, il a plein de mains qui peuvent avoir envie de bluffer ici, parce qu'il sait qu'il est quasiment fichu river s'il va à l'abattage contre 2 mains adverses, alors que si jamais il décide de bluffer, il peut obtenir des folds assez facilement. Donc ici, malgré le montant de sa mise, la balance penche, en tout cas dans ma tête, très très fortement vers un bluff de la part de l'adversaire, et je vais décider de payer ici avec hauteur roi, et fort bien m'en a pris puisque j'ai pu montrer roi valet suité à un adversaire qui avait bluffé avec valet 9 off. C'est un coup dont j'étais assez content mais qui a beaucoup fait parler autour de la table, notamment parce que les gens ne comprenaient pas comment j'avais pu payer river avec une main comme hauteur roi, et je suis pas sûr d'ailleurs que ça ait fait beaucoup de bien à mon image à table parce que les gens ensuite ont décidé de miser de plus en plus cher quand ils étaient en value contre moi, mais en tout cas j'étais très content d'avoir réussi ce call, et encore plus content évidemment d'avoir attrapé un adversaire en bluff ici. Toujours est-il que ce coup, même s'il était sympa, ne nous a finalement fait remporter qu'une quinzaine de blindes, et vous vous en doutez, mais si j'ai pas d'autres coups très intéressants à vous montrer sur ce tournoi là, c'est qu'il s'est pas passé grand chose,
et quand il se passe pas grand chose, globalement il n'y a pas de miracle. J'ai donc terminé entre la 200 et la 300e place, malheureusement bien loin des places payées sur ce tournoi-là. Mais ça n'a pas entamé ma motivation et je suis revenu dès le lendemain pour le Shaolin, qui est un tournoi un petit peu plus cher mais qui me faisait vraiment plaisir de jouer parce qu'il avait une structure beaucoup plus sympathique, je crois que c'était les niveaux de 20 minutes, ce qui quand on est 6 à table laisse quand même un peu plus de temps pour jouer. Et donc on se retrouve avec un premier spot intéressant qui était une main qui s'est déroulée au niveau 2 du Shaolin, donc quasiment une demi-heure après le début du tournoi. Sur ce Shaolin, mon début de tournoi a pas été fou. J'ai perdu aucun gros pot, mais j'en ai perdu plusieurs petits, ce qui fait que mon stack est de seulement 80 blindes au lieu de 100 pour ce coup qui va se dérouler donc au niveau 2. C'est pas dramatique, mais vous allez voir que ça a son importance. Donc tout commence par une relance du joueur qui se trouve cut-off, et je vais décider de défendre ma grosse blinde avec Roi 9 offsuit. Le flop vient Dame 10-4 avec un tirage couleur à pique, et il est important de noter que j'ai moi-même le Roi de pique. Je suis hors de position donc je vais checker, le joueur qui est au cut-off va décider de faire une mise de continuation, et ici je pourrais décider soit de simplement payer puisque j'ai pas mal de cartes qui améliorent ma main, soit de tout de suite sur-relancer pour essayer de lui mettre la pression. Je me contente de simplement payer en me disant que je pourrais augmenter l'agressivité selon la turn qui décide de sortir, et il se trouve que la turn est absolument magnifique pour moi puisqu'il sort un valet et que je me retrouve ici avec une quinte, 9-10 valet, dame, roi. Je suis hors de position donc je décide à nouveau de checker, mon adversaire va faire une mise à hauteur de 2 tiers du pot, et ici je me trouve dans une situation un petit peu délicate. Alors comment ça une situation délicate? J'ai quasiment la meilleure main possible. Oui c'est vrai, mais en réalité il y a plein de rivers qui m'embêtent énormément. Le premier type de river qui m'embêterait beaucoup évidemment c'est un pique, parce que même si je dispose du roi de pique, qui est quand même un bloqueur intéressant, quand on a une quinte, on préfère toujours éviter que les couleurs sortent pour garder la combinaison la plus forte possible. Et puis au-delà des cartes à pique, je préférerais globalement éviter qu'on ait une doublette d'une carte sur le board, une doublette de la dame, une doublette du 10 ou bien une doublette du valet, parce que notre adversaire pourrait avoir plein de mains qui ont actuellement 2 paires qui se transformeraient donc en full. Et enfin, il y a une river qui nous embêterait beaucoup et pas des moindres, c'est si jamais un roi sortait. Parce que ici, effectivement, j'ai une combinaison forte, j'ai une quinte, 9-10 valet dame roi, qui pourrait déjà être battu par la combinaison As-Roi chez mon adversaire, c'est-à-dire avec une quinte supérieure, As-Roi Dame Valet 10, mais pour l'instant il n'y a que As-Roi qui me bat. Alors que si la river devait être un roi, n'importe quelle combinaison chez mon adversaire qui dispose d'un As passerait devant moi avec une quinte supérieure à la mienne. Donc compte tenu du fait qu'il y ait beaucoup de rivers qui m'ennuient et que je dispose d'une main extrêmement forte au moment de la turn, je vais décider de faire une relance assez énorme, puisque je vais relancer plus de 3 fois le montant de la mise du cutoff, pour me laisser la possibilité de partir à tapis river, et puis bien sûr pour essayer de prendre de la value sur des tirages à pique, sur des mains qui disposent d'une dame, sur des mains qui disposent d'un valet, et essayer de prendre le maximum sur des mains à tirage au cas où la river soit une brique complète. Mon adversaire va payer, et à ce moment-là tout ce que je demande c'est une carte qui ne change absolument rien à l'action, un gros 2 de cœur par exemple. En tout cas, surtout pas un roi. À ce moment-là, évidemment, je suis complètement dépité, il faut faire de son mieux pour garder la poker face, bien sûr, mais c'est pas forcément évident parce que j'ai du mal à imaginer une carte qui serait pire que celle-là dans le paquet. Mais comme si mes malheurs ne suffisaient pas à eux-mêmes, en plus de ça, je suis hors de position, donc ce que ça veut dire, c'est que sur ce roi, il va falloir que je parle en premier, et qu'il va falloir que je trouve un moyen pour ne pas montrer de signaux de faiblesse évidents à mon adversaire, et lui laisser un bluff super facile avec n'importe quelle main qui contienne une dame ou qui contienne un valet. Donc ici, je suis très embêté. J'envisage 3 options. La première option c'est de simplement checker, la deuxième option c'est de faire une toute petite mise, et la troisième option c'est de faire tapis dans tous les cas. L'option de faire tapis, je l'aime pas beaucoup. Je l'aime pas beaucoup parce que finalement je vais absolument jamais me faire payer par une main qui est moins bonne que la mienne, et je vais tout le temps me faire payer par une main qui est meilleure que la mienne, c'est-à-dire un As. Donc ça veut dire que soit mon adversaire n'avait rien de toute façon et je ne génère aucun bénéfice supplémentaire, soit mon adversaire avait un As et je lui donne tout droit les 46 blindes qui me restent. Donc c'est une option qui me paraît pas très enviable. L'option de simplement checker, j'ai l'impression que c'est faire de grands appels de phare à mon adversaire en lui disant « Eh regarde, j'ai pas d'As et je suis très déçu que ce roi soit sorti à la river ». Donc ça lui laisse l'opportunité de bluffer en faisant tapis et c'est une option que j'ai pas du tout aimée sur le moment. Pourtant, rétrospectivement, quand je repense au coup maintenant, je suis persuadé que la meilleure option c'était de checker ici. Parce que oui, vous vous en doutez avec ce que je suis en train de dire, mais je pense que j'ai fait une énorme erreur pendant ce tournoi et j'ai décidé de miser tout petit, c'est-à-dire de miser 1/5 du pot ici. L'objectif de cette mise, en tout cas c'est comme ça que je le voyais pendant le tournoi, c'était de dissuader un potentiel bluff. C'est-à-dire que ça peut ressembler à un As qui essaie de miser tout petit pour prendre un petit peu de value en plus, et on se dit que si notre adversaire a une main comme Dame 10, il va pas oser la transformer en bluff maintenant que j'ai encore rajouté des jetons dans le pot. Donc en fait ça prend un petit peu l'avantage du all-in, mais ça enlève l'inconvénient que quand je me fais payer, au moins je suis pas éliminé du tournoi si jamais il a un As. Sauf qu'il y a quelque chose que j'avais pas pris en compte dans l'équation, mais c'est que si ici mon adversaire il a un As, il a la meilleure main possible sur ce board, donc évidemment il va pas se contenter de me payer, il va sur-relancer à tapis. Et donc en fait je vais être dans une situation un petit peu stupide où je vais me dire oui, d'accord, mon adversaire il a tout le temps l'As, mais si jamais il l'a pas, si jamais il a quand même décidé de transformer en bluff, finalement il me reste 28 blindes à mettre dans un pot qui en fait plus de 100, j'ai besoin d'avoir raison seulement une fois sur 5 pour que mon call soit profitable ici, et il suffit qu'il bluffe un petit peu de temps en temps. Enfin bref, cette petite mise finalement, elle m'a juste encore plus engagé dans un coup où j'avais peut-être une porte de sortie en check en river pour me coucher après une mise adverse,
mais après avoir investi 20 blindes de plus dans le coup, je me suis senti obligé de payer sur sa sur-relance river, et malheureusement, mon adversaire, évidemment, il avait un as ici, il a quasiment tout le temps un as. Donc il va me montrer As-Dame, avec en plus l'As de pique, et je me retrouve malheureusement éliminé dès le niveau 2 sur ce tournoi Shaolin sur lequel j'avais pourtant tant d'espoir, en étant en plus persuadé d'avoir fait une belle erreur river et de m'être tiré une balle dans le pied dans un coup dont je pouvais peut-être m'échapper, certes avec un petit stack, mais dont je pouvais m'échapper quand même. Belle déception donc sur ce Shaolin, dans lequel j'avais quelques espoirs, mais en tout cas il faut se remobiliser très très vite, puisque le lendemain c'est le main event, le plus gros événement tournoi du Sysmix, et le premier jour d'un tournoi de 3 jours à 550€ l'entrée, pour une édition qui en plus a encore une fois battu son record de participants, et avec une dotation de rêve à la première place pour plus de 170 000€ au vainqueur. Il faut donc laisser ses doutes au placard et revenir confiant pour disputer le main event le lendemain. Ce main event il a beaucoup de spécificités. La première, c'est que les niveaux sont encore plus longs, on a des niveaux de 30 minutes, ce qui est extrêmement confortable, surtout sur un tournoi où on est seulement 6 à table et où donc les coups se jouent plus vite. On commence le tournoi avec vraiment beaucoup de jetons, ce qui fait qu'on commence le tournoi avec quasiment 200 fois la grosse blinde, puis 150, puis 100 sur les premiers niveaux, ce qui laisse vraiment beaucoup de temps pour jouer au poker. Et puis quasiment tous les gens qui sont venus au Sysmix sont venus pour jouer le main event. On a l'occasion de jouer contre des pros, on a l'occasion de jouer contre des streamers, on a l'occasion de jouer contre des personnalités, c'est vraiment un super tournoi à jouer. Et c'est dans ces circonstances-là que je me suis retrouvé à la table d'un streamer du Stream Gang de Winamax, et ce qui a amené un pot un petit peu particulier que je vais vous montrer ici. On a le joueur UTG qui se couche, le joueur Hijack qui se couche, et alors que c'est au moment du cut-off de parler, on a un photographe de Winamax qui arrive et qui prend en photo le streamer qui était à ma gauche, donc en petite blinde, ce qui doit sans doute le déconcentrer un petit peu, le sortir du coup, puisqu'il avait pris la pause pour bien regarder la photo, bref. Et quand le streamer se retourne à nouveau vers la table, et ben en fait il est persuadé que tout le monde l'attend, et du coup il va regarder un très rapide coup d'œil à sa main et il va la coucher tout de suite. Sauf que dans les faits, c'était pas du tout à lui de jouer, lui il était en small blind, c'était pas du tout à lui de s'exprimer à ce moment-là, et il nous a juste donné gratuitement aux joueurs au cut-off et à moi, une info sur ce qu'il allait faire alors que nous-mêmes on n'avait pas encore joué. Pour ceux qui sont pas habitués du poker live, dans ces cas-là, il est possible qu'un croupier un petit peu tatillon appelle la direction du tournoi et que le joueur qui a fait une erreur reçoive quelques mains de pénalité. Bon, dans ces cas-là, on avait tous vu que c'était une circonstance extérieure qui avait posé le problème. Le croupier a pas souhaité sanctionner ça, ce qui paraissait absolument logique à tout le monde. Mais toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est que le joueur au cut-off et moi-même, on a eu une info en plus avant de commencer le coup. Bref, le joueur au cut-off se couche quand même, et tout ça, c'est pour vous expliquer pourquoi je me retrouve dans un coup au bouton avec 6 et 4 offsuit. C'est-à-dire qu'évidemment, bien sûr, la main est complètement pourrie, ça fait partie des mains les plus mauvaises du poker, mais compte tenu du fait que je sais que la petite blinde va se coucher, je vais décider de relancer avec cette main-là pour essayer de voler les blindes. Mais vous allez voir que ça a pas tout à fait se passer comme prévu. Bon, le joueur en petite blinde, évidemment, il se couche, il nous a pas fait un coup en traître, il a été vraiment déstabilisé par le coup de la photo, donc évidemment, il a maintenu sa décision qui était de se coucher, mais le joueur en grosse blinde va décider de défendre sa main. Le flop vient As-Valet 8, et ici, faut quand même bien se dire qu'on est dans un coup un petit peu particulier. Je veux dire, moi, j'ai bien remarqué que le joueur en petite blinde s'était couché pour des raisons qui étaient pas uniquement liées au poker, mais normalement, le joueur en grosse blinde, s'il est un petit peu vigilant, il a la même info que moi, et doit donc se dire exactement la même chose que moi. Donc ici, forcément, c'est un coup qui va dévier un petit peu du théorique. Le joueur en grosse blinde va décider de checker, et sur un flop As-Valet 8, comme je suis le premier relanceur, j'ai un avantage de range très fort ici, c'est moi qui suis censé avoir le plus d'As, le plus de valets, donc je vais décider de faire une mise de continuation. Jusque-là, tout est normal. Et le joueur en grosse blinde va décider de payer. Bon, évidemment, quand il paye, je suis pas ravi. J'ai une main complètement pourrie, et j'ai envie de représenter autant que possible que je dispose d'un As pour faire coucher mon adversaire. Évidemment, je suis en pur bluff. Et finalement, la turn n'est pas mauvaise pour moi, puisque c'est un 6 qui sort qui me donne une paire, mais en réalité, ça change pas grand chose. Parce que, effectivement, par miracle, de temps en temps, le joueur en grosse blinde peut avoir une main comme 9 et 10 qui cherche la quinte, et je lui passe devant avec ce 6. Mais dans 99% du temps, le joueur en grosse blinde, il a une paire, que ce soit un As, un Valet, un 8 ou une paire en main, et mon 6 ici, il suffit clairement pas à gagner le coup. Donc ici, quand le joueur en grosse blinde décide de checker à nouveau, je vais ignorer complètement le fait que ce 6 soit sorti, et continuer mon histoire en bluff pour essayer de faire coucher un Valet ou un 8, en lui mettant un maximum de pression et en lui faisant croire que oui, j'ai bien un As en main. Je vais donc faire une deuxième mise ici à hauteur de 2/3 du pot, et pour mon plus grand malheur, mon adversaire en grosse blinde va décider de payer. Et là, dans ma tête, je commence à me dire, bon, qu'est-ce que tu fous? T'as joué une main qui n'est même pas censée être la post-flop simplement parce que le joueur en petite blinde s'était couché, t'aurais pu simplement laisser échapper les blindes, ne pas tenter de les voler, et au lieu de ça, tu te retrouves dans un pot qui fait plus de 20 blindes avec une merguez complète. Donc il serait peut-être temps d'abandonner ton bluff, surtout si la grosse blinde dispose d'une main avec un As, t'es en train de lui faire une livraison complète et... hop, relentis. Cette river-là, elle est incroyable. Autant le roi sur le Shaolin, c'était un coup de pas de bol phénoménal parce qu'il y avait vraiment que cette carte-là qui nous faisait perdre le coup à coup sûr, autant le 6 ici sur ce main event, c'est un coup de bol énorme qui vient récompenser un bluff qui était ni si terrible, ni si nécessaire. Et cette river elle est doublement parfaite en plus parce que, bon, déjà j'ai la meilleure main quasiment tout le temps, mais en plus c'est impossible que mon adversaire me mette sur un 6.
Il y a aucune raison que j'ai un 6 qui est joué comme ça, il y a très peu de 6 déjà dans ma range qui vont aller post-flop dans cette situation-là. Enfin, je veux dire, j'ai le droit d'avoir 7 et 6 suités, mais je suis pas obligé de le bluffer turn, et j'ai le droit d'avoir paire de 6 en main qui fait carré, mais c'est un combo. Et allez, soyons généreux, j'ai le droit d'avoir As-6 suité et Roi-6 suité, mais en fin des 6, j'en ai très peu. Et surtout pas 6 et 4, donc ma combinaison ne fait aucun sens, et ça va lui donner encore des arguments pour payer à la river quand je vais miser en value. Donc ici, mon adversaire en grosse blinde va checker une troisième fois parce qu'il est hors de position, et ici, je peux me faire plaisir sur le montant de la mise. J'ai fait un petit peu moins que le montant du pot parce qu'il me reste le même montant derrière et que j'ai envie que ma mise puisse ressembler à un bluff, mais si j'avais eu encore plus de jetons derrière, j'aurais pu me faire encore plus plaisir et faire un overbet, c'est-à-dire un montant de mise qui est au-dessus de la taille du pot. Et ce qui s'est passé, c'est que mon adversaire a hésité, quand même évidemment, parce que le pot est conséquent, mais finalement il a pas hésité si longtemps que ça, et il a payé assez vite. Et quand je lui ai montré 6 et 4, évidemment il était complètement dégoûté, et il m'a montré un As au moment de rendre sa main au croupier, et c'est moi qui remporte ce pot énorme. Mais finalement, je suis pleinement conscient que ce coup-là, qui est le coup qui va vraiment lancer mon main event, eh ben c'est un concours de circonstances assez terrible. Sans cette personne de Winamax qui vient prendre la photo au moment opportun, ou sans même ma décision de m'engager dans un bluff assez lunaire avec 6 et 4 offsuit simplement parce qu'on a eu un fold hors de position avant moi, jamais je monte le stack que je monte à ce moment-là du tournoi. Mais c'est aussi ça le poker live, c'est-à-dire que de temps en temps il se passe des choses qui évidemment ne peuvent jamais se passer dans le poker online, et nous notre boulot en tant que joueur c'est d'essayer de nous y adapter et de faire avec du mieux qu'on peut. Toujours est-il que ce coup-là et quelques autres m'ont permis de monter pas mal de jetons, j'ai bien avancé dans mon tournoi et j'ai ensuite été déplacé à une nouvelle table. Et si j'ai donc quitté un streamer du stream gang Winamax qui était à ma gauche, eh ben ça a été pour retrouver un autre streamer tout aussi connu à ma nouvelle table, et j'ai d'ailleurs vu en arrivant qu'on avait tout de suite une caméra qui pointait sur la table. Vous vous en doutez, je l'ai mis dans le titre de la vidéo, mais je me suis donc retrouvé à la table de Skyheart. Et non seulement je me retrouve à sa table, mais en plus on va jouer un sacré pot contre lui. Tout commence avec As-Roi offsuit UTG, j'ai une trentaine de blindes et je décide de simplement relancer cette main. Ici y a pas autre chose à faire bien sûr, on a trop de jetons pour faire tapis directement. En revanche, s'il prenait à notre adversaire l'envie de nos 3 bêtes, on serait très content de faire un 4 bet all-in ici pour 30 blindes avec une main aussi forte qu'As-Roi. Mais enfin ce n'est pas ce qui va se passer, le joueur White-Jack décide de se coucher, et nous avons donc Skyheart qui prend un petit peu de temps dès le pré-flop pour réfléchir à ce qu'il va faire avec sa main. Moi évidemment secrètement j'espère qu'il me 3-bet, mais la seule chose qu'il va faire c'est qu'il va simplement payer ma relance. Les 3 autres joueurs décident de se coucher, et ce qui est important de noter avant de passer à la suite du coup, et que je regarde d'ailleurs avec attention, c'est que certes Skyheart a un peu plus de jetons de plus que moi, mais ce n'est pas non plus énorme, c'est-à-dire que si je décidais de faire tapis, j'aurais quand même beaucoup de pression qui serait mise sur son stack parce qu'il pourrait se retrouver tout petit si jamais il devait payer et perdre le coup. Le flop est magnifique pour moi puisqu'il vient As-Valet 3. Le seul inconvénient à jouer premier de parole contre cutoff, c'est qu'évidemment je ne vais pas avoir la position, et ce pendant tout le coup. Donc pour cette raison-là, et même si j'ai très envie d'avoir aussi vite que possible beaucoup de jetons au milieu, je vais me contenter de checker au flop pour voir ce que fait Skyheart. Après tout, dans sa range de cutoff, il y a beaucoup de mains qui contiennent un As avec lesquelles il aurait envie de miser tout de suite, et il pourrait également décider de mettre la pression tout de suite avec des mains qui disposent d'un tirage couleur, ou même avec des mains qui n'ont pas couché du tout pour me mettre la pression à moi si j'avais une main comme paire de roi, paire de dame, paire de 10, etc. Ce n'est pas le cas au flop, Skyheart décide de checker, et via une turn qui est assez intéressante puisqu'il s'agit du 5 de pique. Alors évidemment, je dis intéressante, on joue UTG contre cutoff, donc ici ni lui ni moi n'avons de 5 dans nos ranges. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ça ouvre un deuxième tirage couleur, et que le nombre de mains qui ont un petit peu d'équité sur ce flop devient maintenant assez énorme. À ce moment-là, le pot fait seulement 5 blindes et demi, moi j'en ai encore 28 derrière, et avec une main aussi forte qu'As-Roi ici, j'aimerais pouvoir faire tapis à la river, donc il est vraiment temps pour moi de commencer à faire grossir le pot. Comme il y a beaucoup de mains qui peuvent avoir un tirage couleur et qui peuvent avoir envie de me payer, comme il y a même beaucoup d'as moins bons chez Skyheart qui peuvent aussi avoir envie de me payer, voire de mains qui contiennent un valet comme roi-valet, dame-valet, etc., je me dis que j'ai pas de difficulté à faire une mise de 80% pot et que je devrais avoir assez facilement des mains qui me payent qui sont moins bonnes chez Skyheart. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer, et Skyheart il va décider de me faire ce qu'on appelle un clickback, c'est-à-dire une relance du montant minimum. Sur cette relance-là, je suis un petit peu partagé. À la fois, je comprends l'intention, qui va être très probablement de me mettre à tapis river, puisque compte tenu de la profondeur qu'on joue tous les deux, il peut pas vraiment me faire une relance plus traditionnelle qui serait à 12 ou 15 blindes. Mais à la fois, tout l'intérêt de cette relance-là, ça serait peut-être de mettre de la pression sur des mains assez faibles chez moi, et compte tenu de la taille de la relance ici, je vais avoir tendance à payer avec à peu près tout ce que j'ai misé de moi-même. Sur une relance aussi faible, je folderai pas un valet, sur une relance aussi faible, je folderai pas un tirage couleur, et finalement le nombre de mains qui peut arriver à faire coucher avec ce montant de relance, c'est finalement assez faible. Donc ça peut évidemment être une bonne chose, notamment s'il est en value, s'il a une main comme As-Valet par exemple, il va réussir à faire payer 4 blindes de plus à quasiment l'intégralité de ma range, mais c'est quasiment une bonne chose que s'il est en value avec ce genre de main-là, s'il est en bluff, il y a très peu de chances qu'il arrive à faire folder quoi que ce soit pour l'instant. Ici avec As-Roi, je me retrouve face à une décision qui est de faire tapis tout de suite ou de simplement payer, mais je me dis que ma meilleure chance de récupérer un maximum dans ce pot, c'est de simplement payer.
S'il a des bluffs, il va probablement les continuer et même sûrement les continuer à tapis à la river. Alors que si je le relance à tapis tout de suite, eh ben ses bluffs il va juste les abandonner et je ne vais remporter que 8 blindes là où je pourrais en remporter 24 de plus. Je vais donc me contenter de payer cette turn et la river est magnifique puisqu'il s'agit d'un valet de cœur. Alors à première vue on pourrait croire qu'elle est pas magnifique du tout, parce qu'effectivement maintenant toutes ces mains à lui qui contiennent un valet me passent potentiellement devant et elles ont fait brelan. Sauf que des mains qui contiennent un valet et qui ont joué comme ça à la turn, j'en compte très peu. En réalité même pour moi c'est des mains qui ne contenaient pas qu'un valet et qui étaient déjà devant moi à la turn, c'est-à-dire des mains comme As-Valet ou Paire de Valet en main. Effectivement, s'il avait une main comme Roi-Valet ou Dame-Valet, il aurait aucun intérêt à me relancer aussi petit à la turn, puisqu'il aurait encore des mains qui peuvent gagner à l'abattage, qui sont des mains fortes, mais il a pas une main qui est si forte que ça non plus, il a pas envie de s'empaler dans mes as, donc en fait, avec un valet, il aurait quasiment jamais joué comme ça. Et par contre, si jamais il avait une main très forte comme As-Valet ou Paire de Valet, bah bien sûr c'est toujours possible qu'il l'ait à la river, mais maintenant que la river c'est un valet de cœur, des combos de Paire de Valet en main, bah y en a plus qu'un, et des combos d'As-Valet en main, bah y en a plus que 4. Donc en fait, ces mains très fortes, le fait que je vois un valet de cœur à la river, c'est de moins en moins probable qu'il les ait. Et l'autre aspect magnifique de ce valet de cœur à la river, c'est que finalement il est ni à carreau ni à pique. Donc en fait ces combinaisons qui étaient en bluff, comme par exemple ces tirages couleurs à la turn, bah elles sont toujours en bluff à la river, elles me sont pas passées devant. Et même, parce que j'en ai pas encore parlé, mais s'il avait une main comme As-3 ou As-5 suité à la turn qui décide de relancer parce qu'il a deux paires, bah maintenant je lui passe devant avec mon As-Roi parce qu'on a tous les deux une double paire As-As, Valet, Valet, et qu'avec mon kicker Roi j'aurai une meilleure double paire que lui. Donc je réfléchis à tout ça, je me dis que j'ai très souvent la meilleure main, et je me dis que quand il a fait ce move là à la turn, c'est très certainement pour continuer ses bluff river. Donc je décide de checker, et la seule chose que j'espère voir ou entendre, c'est all-in. Il hésite un petit moment, mais je pense que son plan de toute façon c'était de me bluffer sur n'importe quelle river, même si celle-là n'est vraiment pas la plus belle pour lui. Et il décide effectivement de déplacer sa pile de jetons au milieu, une mise que je vais payer instantanément et retourner mon As-Roi. Mais là où j'ai été un petit peu étonné, c'est que je m'attendais le plus souvent à avoir une main à tirage, que ce soit à carreau ou à pique, mais Skyheart va en réalité nous montrer paire de 9, qui est une main qui effectivement ne s'attend sans doute pas à gagner aussi souvent que ça à la river, mais qui est une main qui est sans doute un petit peu trop forte pour bluffer d'après moi. Puisque s'il décide de bluffer avec paire de 9 ici, ça veut dire qu'il est également censé bluffer avec toutes les mains pires, donc toutes les combinaisons de tirage couleur qu'il peut avoir, toutes les combinaisons de paires en dessous qu'il peut avoir, et donc ça lui donne probablement une range qui est très déséquilibrée en bluff. Mais évidemment c'est beaucoup plus facile à dire quand on voit les cartes, et encore plus facile à dire quand on a une main aussi forte qu'As-Roi, mais j'aurais sans doute été très embêté river si j'avais eu en main une main comme paire de roi, paire de dame, ou même un as avec un kicker très moyen. Donc énorme GG à Skyheart malgré le résultat, et j'ai vraiment hâte que son vlog sur le tournoi sorte pour pouvoir avoir de son côté la manière dont il a analysé le coup, et pour pouvoir comparer les points de vue. Toujours est-il que ce coup-là m'a bien aidé à remonter dans le classement, et qu'après quelques autres petits coups gagnés par la suite, on m'a à nouveau changé de table, et je me suis retrouvé dans une situation de pré-bulle, c'est-à-dire qu'on était moins de 100 joueurs avant la dernière élimination avant les places payées, avec un stack qui n'était pas si confortable que ça, puisque j'étais dans la zone autour d'une vingtaine de blindes, mais surtout que mon nouveau voisin de gauche disposait de quasiment 100 blindes, et qu'il en profitait donc pour mettre une pression énorme sur tous les joueurs qui avaient un stack comparable au mien, et qui avaient bien sûr envie de finir dans les places payées. Sur ce tournoi-là, le fait de terminer dans les places payées rapportait plus de 1000 €, donc on pouvait clairement sentir la pression qui s'installait chez les joueurs qui avaient un stack moyen ou faible, et c'était donc précisément mon cas. Le nombre de joueurs s'égrenait de minute en minute, les joueurs qui avaient le moins de jetons commençaient à essayer de gagner autant de temps que possible, et c'est dans ce contexte-là que je me retrouve dans un coup assez étrange, qui est un coup où j'ai seulement 6 grosses blindes et où mon voisin de droite en a seulement 2, et où on est finalement à seulement 3 places de l'argent. Ici, ce que le visualiseur ne vous montre pas et qui est très important, c'est l'ante, j'en ai déjà parlé dans un coup à tapis dans le samouraï, mais en réalité ici, si j'ai 7 grosses blindes en début du coup, j'en ai non pas misé une au milieu, mais j'en ai misé 2, une pour ma grosse blinde et une pour l'ante, il ne m'en reste donc que 5 derrière. Donc ce qui est très inconfortable dans ces situations-là, c'est que toutes les 6 mains, on va se retrouver à payer 2 grosses blindes de notre stack. Et quand vous êtes en train d'attendre tout ce que vous pouvez pour rentrer dans l'argent le plus vite possible, eh ben clairement, le fait de payer 2 blindes par 2 blindes avec des stacks peu confortables, ça commence à faire très mal. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé pour mon voisin de droite qui la main d'avant avait donc 4 blindes et demi et qui s'est retrouvé à devoir coucher sa grosse blinde parce qu'il s'est retrouvé avec 7 et 2 offsuit qu'il a même montré à toute la table. Et à 3 places de l'argent, avec seulement 2 blindes, il commençait à se dire qu'il risquait d'être le dindon de la farce et le joueur qui va être éliminé en dernière place avant les places payées. Tout ça c'est pour vous mettre dans le contexte de ce coup, et fait très étonnant, les 4 autres joueurs ont décidé de nous laisser nous battre entre nous. C'est quelque chose d'extrêmement rare puisque d'habitude les joueurs qui ont un gros stack dans ce genre de situation, ils vont avoir tendance à relancer avec toutes les mains pour récupérer les blindes de manière quasi gratuite, puisque les joueurs qui ont un petit stack ne font preuve d'aucune combativité. Mais ici, même le joueur qui était au bouton avec un stack confortable a décidé de se coucher, et j'ai donc dû faire face à un tapis du joueur qui est en petite blinde. Ici, pour être honnête, je suis pas du tout certain de ce qu'il faut faire. Si je me garde 5 blindes derrière, et non pas 6 comme vous le voyez à l'écran, je pense que je suis à peu près certain de passer la bulle. Mais en réalité, même si j'en perds une et demie de plus et que donc je tombe à 3 blindes et demi,
Je pense que je suis tout aussi certain de passer la bulle parce que finalement je viens de payer mes blindes et que j'ai donc 6 mains pour voir venir pour assister à l'élimination de seulement 3 personnes. Donc à ce moment du tournoi, j'ai considéré que mon tournoi n'était pas en danger, même si je décide de payer ce tapis là. En revanche, le joueur en petite blinde, il a pas forcément le même confort que moi, et il m'a vraiment donné l'impression d'être très soulagé quand les 4 autres joueurs se sont couchés parce qu'il avait une opportunité pour enfin faire tapis. Effectivement, une relance de 2,5 fois la grosse blinde, il ne va faire fuir absolument personne, sauf peut-être un joueur comme moi qui a un stack de seulement 7 bébés au début du coup. Donc quand il relance à tapis ici, il se dit que s'il y a un seul joueur dans tout le tournoi sur qui il peut avoir de la fold equity, et donc sur qui il a une chance de récupérer les blindes gratuitement, et ben c'est bien moi. Compte tenu de tout ça, compte tenu en plus du fait que j'ai pas une main si ridicule que ça avec roi 3 suité en grosse blinde, compte tenu du fait que si je l'élimine, je me rapproche encore un peu plus de mon but puisqu'on a besoin que de 3 éliminations afin d'atteindre l'argent, et enfin, compte tenu du fait que j'ai aucune idée de la force de sa main, que peut-être que parce qu'il est en small blind contre moi, il va prendre absolument toutes les mains possibles pour faire tapis à ce moment précis, eh ben je vais décider de payer. Je décide de payer, mais je suis pas forcément ravi de payer quand même, parce que aussi bien il a eu le bon raisonnement, aussi bien il se dit que dans 4 mains, il sera dans l'argent et qu'il a pas besoin de prendre les mains les plus faibles, et aussi bien il a une main très forte. Donc je prends quand même un petit peu mon temps pour payer. Et puis de toute façon, le fait de prendre son temps, ça me fait littéralement gagner du temps sur l'approche de la bulle, donc autant prendre son temps quoi qu'il en soit. Mais en l'occurrence ici j'avais une vraie décision. Je décide donc de payer avec roi 3 suité, et malheureusement mon adversaire avait une vraie main, puisqu'il a décidé de faire tapis non pas avec n'importe quelle main dans sa range, mais il est parti à tapis avec As-Valet off. Mais finalement quand on y réfléchit, As-Valet off, oui c'est fort bien sûr, mais c'est pas non plus si fort que ça, enfin vous voyez les pourcentages à l'écran, avec roi 3 suité j'ai quand même 38% de chance de m'en sortir. Et finalement, est-ce que mon adversaire préfère vraiment tenter un coup avec 60-40 pour essayer de repasser à 6 blindes, ou est-ce qu'il ne se dit pas qu'en couchant l'intégralité des mains de sa range, il aurait de meilleures chances de passer la bulle? Alors évidemment, tout ça est très facile à dire a posteriori. Je pense que dans le feu de l'action, avec seulement 2 blindes et la peur d'être éliminé au moment de la bulle, quand mon adversaire a vu une main aussi forte, il a décidé de la jouer à tapis et il s'est pas posé plus de questions que ça. Mais en réalité, je pense que même avec une main aussi forte que As-Valet off ici, il aurait sans doute pas dû prendre le risque d'être éliminé, et que la meilleure chance pour lui de passer la bulle, ça aurait été de prendre un maximum de temps entre chaque main, de laisser s'écouler les 4 mains qui le séparaient du paiement de sa grosse blinde, et de rentrer dans l'argent et de revenir le lendemain avec quelque chose de ridicule comme une blinde, mais surtout avec 1000 € de plus. Parce qu'ici finalement il a été joué le 60-40 et malheureusement pour lui, j'ai fait 1-3 au flop, et il n'a pas pu améliorer ni à la turn ni à la river, et j'ai donc éliminé un adversaire à 3 places de l'argent, sur un 40-60 dont évidemment je pouvais pas être très fier, et où je devais évidemment compatir avec lui parce qu'il s'en fallait très peu pour que je sois à sa place. Toujours est-il que j'élimine cet adversaire-là avec roi 3 contre As-Valet, et que dès la main suivante, l'organisation du tournoi nous a arrêtés pour nous informer que commençait le main par main, et le main par main a finalement été assez immédiat puisqu'on a eu tout de suite une élimination, et dès la main suivante j'ai donc eu la joie d'apprendre que je revenais le lendemain avec 9 blindes pour disputer le day 2. Sur le day 2 avec 9 blindes, il y a malheureusement pas eu de miracle. Dès la première main potable que j'ai vue, j'ai évidemment fait tapis avec. En l'occurrence, il s'agissait d'As-10 off et je me suis retrouvé contre paire de 9 en main. Et malheureusement, je n'ai pas pu gagner ce 50-50 là. Mais ça reste malgré tout une super ligne de plus à mon palmarès et un gain donc de 1050 € sur ce main event qui m'a permis de quasiment rembourser l'intégralité du festival. Le dernier tournoi, je passe dessus rapidement, c'est le Sunday Mystery qui, comme son nom l'indique, se joue le dimanche en clôture de chaque festival de tournoi Winamax. Malheureusement, et comme sur le Mystery du mercredi précédent, j'ai eu assez peu de mains à mettre sous la dent, et donc comme sur le Mystery du mercredi précédent, ça n'a pas donné grand chose. J'ai quand même une main à vous montrer malgré tout avec As-10 off en grosse blinde. Le coup se joue en bataille de blinde avec le joueur en petite blinde qui décide de simplement limper, et comme ça devait être la 3 ou 4e fois qu'on se retrouvait en bataille de blinde l'un contre l'autre et que j'avais relancé les 3 fois précédentes, j'ai décidé cette fois-ci d'essayer de lui tendre un piège et de simplement checker avec As-10 off. Le flop vient 9-6-3 avec un tirage à cœur, et mon adversaire en petite blinde qui est donc hors de position va décider de checker. Ici, je n'ai pas touché grand chose, mais je peux toujours avoir la meilleure main, donc comme je ne sais pas exactement où je me situe par rapport à la main adverse, je vais décider moi aussi de checker et de laisser venir la turn. La turn est un 8 de pique sur lequel mon adversaire va miser à la hauteur du pot. Ici, en ayant simplement checké ma grosse blinde, puis checké à nouveau au flop, je peux littéralement avoir n'importe quelle main. Donc effectivement, je n'ai pas fait de paire sur ce board là, mais je dispose de 2 cartes au-dessus du board, un 7 me permettrait de faire une quinte, et en plus de ça, je dispose d'une main qui est très haute dans l'éventail de mains que je suis supposé avoir ici. Donc pour toutes ces raisons là, je vais décider de payer au moins une fois, et à la river tombe un roi de carreau. Sur ce roi, mon adversaire, qui s'était déjà montré assez agressif depuis le début du tournoi, décide de continuer à miser en faisant une mise à hauteur d'à peu près 80% du pot. Et sur un montant de mise aussi cher, j'en comprends qu'il essaie de me représenter une main forte. Donc soit une main qui aurait potentiellement fait quinte, une main qui aurait peut-être fait brelan, mais ça voudrait dire qu'il n'a pas relancé une petite paire préflop, ou une main qui aurait simplement touché un roi river. Et quand je mets en balance tout ça par rapport au fait qu'il doit penser que j'ai une main faible, par rapport au fait que les tirages à cœur ont manqué, et par rapport au fait que je sais que c'est un adversaire qui est capable de bluffer beaucoup, eh bien j'ai décidé de payer hauteur as, et ici c'est un call qui a bien fonctionné puisque mon adversaire avait 10 et 5 de cœur, pour hauteur 10 et donc tirage à cœur manqué, et que j'ai donc pu lui montrer as 10.
Mais en dehors de ce petit coup là qui était bien intéressant, je n'ai vraiment pas vu grand chose sur ce Sunday Mystery, et j'ai finalement perdu un pot à tapis avec paire de 7 contre roi 7 suité, avant d'en perdre un deuxième sur un flip avec paire de 9 contre as dame. Et sur un tournoi à structure très rapide comme le Sunday Mystery, ça en était fini de mon parcours. Mais bon, au final, si on fait le bilan de ma semaine, le bilan est bien sûr très positif en termes d'aventure humaine, comme j'en ai parlé en début de vidéo. Le bilan est également très positif parce que je me suis senti très à l'aise aux tables et j'ai pu tenter ces quelques hero calls que je vous ai montrés avec hauteur roi ou encore hauteur as sur les 2 tournois Mystery. Et puis le bilan poker lui-même n'est pas mauvais, puisque mes gains sur le main event et sur le samouraï ont permis de rembourser les buy-in du Mystery, du Sunday et du Shaolin sur lesquels je n'ai pas pris d'argent, ce qui a donc permis de faire une petite semaine de poker live sans avoir aucun impact financier, ce qui est déjà tout à fait appréciable, notamment quand on joue un poker de tournoi. En plus de ça, ça me permettra de rajouter 2 lignes marocaines à mon palmarès, et d'accumuler encore un petit peu plus d'expérience pour les prochains tournois live que je vais jouer. Je n'en retire vraiment donc que du positif. Sur ce, voilà pour cette review et pour ce format de vidéo beaucoup plus long que ce que je vous propose d'habitude. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et je le ferai potentiellement pour d'autres sessions avec des tournois online par exemple. Dans tous les cas, il y aura d'autres shorts, il y aura d'autres épisodes du poker en 10 minutes, et puis si vous le souhaitez, il y aura peut-être aussi d'autres reviews de tournois, on essaiera d'alterner les différents formats sur la chaîne. Sur ce, merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté, et puis à la semaine prochaine. Salut à tous.